et messieurs, Oscar Galapagos. Je suis un petit peu dans tous les sens. Aujourd'hui, nous allons parler d'Étienne de la Boétie, ce célèbre humaniste du XVIe siècle et de son œuvre, le discours de la servitude volontaire. Mais avant ça, j'ai une petite phrase qui me trotte dans la tête. Et cette petite phrase me dit « Tous les hommes naissent libres et égaux en droit ». Et alors, franchement, j'ai déjà entendu ça quelque part, je sais que ça vient de quelque part, mais alors là, pour me souvenir où, je ne sais pas. Revenons à Étienne de la Boétie. Et selon un discours rationaliste et débilisant, et c'est un petit peu synonyme, il ne peut exister de choses telles qu'une servitude volontaire. La volonté est le libre exercice d'une faculté motrice que possède chaque individu, chaque atome social, et qui le porte naturellement à rechercher le bien et à éviter le mal. Il y a donc une contradiction dans les termes à imaginer que cet individu, cet atome social, puisse être enclin à rechercher la servitude, qui, elle, comme chacun sait, est un mal. Et oui, c'est comme ça. Et si vous n'êtes pas tout à fait convaincu, il vous suffit de répéter après moi: tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Tous les hommes, absorbez la pilule bleue, tout s'arrête. Rendormez-vous tranquillement et pensez ce que vous voudrez. Mais si vous foutez un gilet jaune et que vous décidez de lire Étienne de la Boétie, accrochez votre ceinture, mesdames et messieurs. On part pour le terrier du lapin blanc et l'on plonge dans l'univers contradictoire de la pensée profonde. 1549, un jeune homme de 18 ans, un ras-bord de testostérone et les yeux bien ouverts, rédige ce pamphlet. Ça s'appelle « Le discours de la servitude volontaire ». Il parle à son lecteur en puncheur. Il dort, ce lecteur, gavé qu'il est de nourritures et de contes. Il dort très profondément, faisant le rêve qu'il est éveillé. Il faut donc le réveiller, mais pour de bon, dans le réel. Et quoi de plus direct pour y parvenir que cette bonne vieille méthode du coup de poing dans la gueule? Je cite notre cher Étienne de la Boétie. « Pauvres et misérables peuples insensés, nations opiniâtres en votre mal, aveugles en votre bien, vous vous laissez emporter devant vous le plus beau et le plus clair de votre revenu. Pillez vos champs, volez vos maisons et les dépouillez des meubles anciens et paternels. Eh oui, mesdames et messieurs, à quel degré de somnolence et d'incurie faut-il en effet que vous en soyez arrivés pour en être ainsi réduit à l'état végétatif et accepter que même votre patrimoine vous soit enlevé? La Boétie poursuit. Vous vivez de sorte que vous ne pouvez vous vanter que rien soit à vous, et semblerait que ce vous serait grand heur de tenir à ferme vos biens, vos familles et vos vies. Et tout ce dégât, ce malheur, cette ruine, vous vient non pas des ennemis, mais certes, oui bien, de l'ennemi, et de celui que vous faites si grand qu'il est, pour lequel vous allez si courageusement à la guerre. La Boétie, mesdames et messieurs, ne fait œuvre d'agression envers son lecteur que pour l'amener rapidement à l'état de concentration, à l'état de vigilance et de curiosité nécessaire à la réception de son propos. Son propos qui fait de la Boétie l'un des premiers théoriciens dans l'histoire de l'aliénation et le père, à tout le moins en terre francophone, de tous les mouvements de désobéissance civile. Les Gilets jaunes, vous avez entendu parler? Et vous voulez savoir quel est son propos à Étienne de la Boétie? Vous voulez pas non plus que je vous mâche et que je vous prédigère tout, là, hein? Vous êtes des grands, prenez-vous par la main, allez à la bibliothèque, allez, ça vous fera une petite sortie. Hein? Mais la Boétie, tout père qui l'est tenu par certains, a quelques antécédents, ceci dit, et non des moindres. Platon, par exemple, excusez du peu. Hein? Dans son livre 10 de la République, Platon expose cette très fameuse allégorie de la caverne. Qu'est-ce que c'est que cette allégorie de la caverne? Le monde n'est pas le monde. La réalité n'est pas la réalité. Nous sommes nés enchaînés, nous autres, habitants de la caverne, et n'apercevons sur le mur qui nous sert d'écran devant nous que l'ombre portée des choses, et non pas les choses en elles-mêmes. Nos sens ne nous présentent que des illusions, mais comme ces illusions sont les mêmes pour tout un chacun, nous n'avons aucun mal méthodologique à leur accorder le statut de réalité, pour la raison qu'elles nous apparaissent à tous et à chacun de manière identique. Elles constituent, ces illusions réelles, nos références communes à tous et attestent de nos liens
Elles sont gage de la rationalité de notre discours qui repose sur elles. On parle bien de la même chose, n'est-ce pas? Mais qu'une main magique d'un dieu de connaissance et de savoir vienne à détacher de ses chaînes l'un des habitants de la caverne, que verra-t-il alors? Qu'il y a l'ombre des choses d'un côté et puis qu'il y a les choses de l'autre côté. Que ses compères, camarades d'infortune, pris qu'ils sont dans un dispositif dont ils n'ont nulle conscience, sont par nature incapables d'apercevoir ce qu'il voit, lui, et qu'ils passent leur vie inepte à constituer un pseudo-savoir au sujet de ces ombres incorporelles. Que l'homme, devenu libre, en vienne maintenant à sortir de la caverne et en vienne à s'exposer au plein soleil de l'extérieur, le plein soleil de la Grèce et de la mer Égée. Il souffrira d'aveuglement tout d'abord, car la souffrance est compagne inévitable de tous les grands moments de la vie. Et quoi de plus grand que la naissance, que la connaissance et que la contemplation directe de la vérité? C'est trop d'un seul coup, et notre homme ne cherchera, craintif et apeuré, qu'à retourner de là où il vient, dans la caverne, là où tout est à sa place, là où règne une température égale et une lumière tamisée, comme un refuge, protecteur et matriciel. Homme libre, tu ne feras pas le voyage dans l'autre sens, et tes yeux s'habituent peu à peu à la lumière. Tu distingues maintenant des formes, des couleurs, des mouvements, bientôt des objets. Tu constates des interactions, des relations, des causes produisent des effets. Les phénomènes ont des récurrences. Et peu à peu, tu trouves une place qui est la tienne dans ce monde véritable et tu deviens capable d'entendement, de catégorisation, de généralisation, de stéréotype, car c'est bien là ce qu'est penser. Être capable d'abstraire de la matière brute des faits, de la surface lisse des choses, des catégories, des différences, des nuances, des lois. Tout mot d'ordre qui nous interdirait de généraliser, d'établir des distinctions et des catégories, qui nous enjoindrait de renoncer à forger des stéréotypes, ne pourrait être qu'un mot d'ordre profondément et par nature hostile à cette activité humaine qu'est la pensée. C'est un corps étranger, implanté au cœur de notre cerveau. C'est le cheval de Troie d'un piratage de nos neurones que nous avons subi il y a bien longtemps déjà, du temps où nous avons intégré et intériorisé cette idéologie qu'il est mauvais de généraliser. Mauvais, oui, car cela mène au racisme. Et ça, c'est mal, le racisme. Parce que de fil en aiguille, le racisme, eh bien, ça mène aux dernières extrémités bien connues, dont on sait les conséquences désastreuses. Voilà donc l'être humain, qui était le parangon de la création, le chef-d'œuvre infini de délicatesse, de profondeur et de mystère, noble entre toutes les créatures par la vastitude de ses aspirations, réduit par la vertu d'un double conditionnement scolaire et médiatique à une pâle caricature de lui-même. Le voilà, en petit moraliste grincheux qui devise tristement en concluant toujours qu'il ne faut pas généraliser. Le voilà, être estropié, capable seulement d'annoncer son ABC du politiquement correct et cherchant, dans l'œil de son semblable, avec angoisse, la confirmation de sa conformité. Mais notre homme de Platon, de la caverne, ne connaît pas cette turpitude, lui. Tout juste sorti qu'il est de la caverne, il est tout à son ivresse et à sa joie rayonnante d'exister. À peine son contentement divin est-il troublé par le souvenir de son passé, du temps où il prenait pour réalité ces illusions qui peuplaient sa vie. Et il sourit de pitié, songeant aux croyances qui étaient alors les siennes. Et il se souvient aussi que d'autres sont restés coincés dans l'antre de l'ignorance. Et le désir d'aller les en délivrer bourgeonne désormais dans son cœur. Il forme le projet fou d'être le sauveur de ses semblables. Quel accueil recevra-t-il ? Ce que vous voyez n'est pas réel, professe-t-il. Vous êtes des esclaves, incapables de jugement, incapables de mouvement. Vous en êtes incapables structurellement, et non par accident ou par occasion. Je viens vous délivrer. Vous délivrer de quoi, bonhomme ? Un gars qui ne distingue pas ce que nous voyons veut nous apprendre à regarder ? Quelle blague ! Un aveugle qui hallucine sa fausse réalité veut nous convaincre que ce qui est réel ne l'est pas. La fable de Platon le dit,
Rire, moquerie, rejet et jusqu'à sentence de mort de la part de sa communauté attendent celui qui a le désir de sauver les hommes. Rien n'est plus précieux, en effet, aux yeux des esclaves, que le repos dont ils pensent profiter. Et toute similitude entre la fable de Platon et l'actualité immédiate de ce 28, 29, 30 novembre serait effectivement fondée par l'évidence. Le long sommeil de notre pays, qui durait de temps immémoriel, vient subitement de prendre fin. Le dieu de la lutte radicale a déchaîné tout un groupe dans leur sommeil et leur a laissé des gilets jaunes. Que doivent-ils faire? Sortir, bien sûr, se passionner, débattre, étudier, lire la Boétie, lire Platon, et lire tout ce qui leur tombe sous la main, tout ce qui a de près ou de loin rapport avec ce qu'ils vivent, avec ce moment séminal où le monde est ébranlé, où les maîtres tremblent et les esclaves grondent. Ils doivent vivre et souffrir, car ils ont maintenant un destin, eux qui n'avaient jusque-là qu'un quotidien. Que sauront-ils faire de cette liberté nouvellement conquise ? Il ne peut exister de chose telle qu'une servitude volontaire, disions-nous. Qui sait, qui sait. Il est bien difficile de vivre sans maître et sans argent. Alors, serait-ce à l'argent qu'il faudrait s'attaquer? Mesdames et messieurs, c'est Oscar Galapagos. Aujourd'hui, j'ai dépassé mes traditionnelles 10 minutes parce que la culture, c'est vraiment de la mienne. Thank you.